Bonjour, Monsieur Cohen, bonjour. Donc aujourd'hui, je reçois Jacob Cohen, qui a écrit le Printemps des Sayanim aux éditions L'Harmattan. Donc voici le livre. Jacob Cohen, le Printemps des Sayanim aux éditions Harmattan. Donc c'est un petit livre de 170 pages qui se lit très bien et qui parle justement des Sayanim. Alors, une première question, Monsieur Cohen, pour rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'un Sayanim? Bon, ben d'abord, je vais corriger quelque chose parce que Sayanim, c'est au pluriel. Ah, Sayanim, d'accord. Et au singulier, c'est un Sayan. Sayan. Donc voilà, qu'est-ce qu'un Sayan? Un Sayan est un juif qui vit dans la diaspora, c'est-à-dire qui vit en France, aux États-Unis, dans n'importe quel autre pays sauf en Israël, et qui, par patriotisme, entre guillemets évidemment, accepte de collaborer avec le Mossad, des services secrets israéliens ou des institutions sionistes israéliennes dans le cadre de ses compétences. Il peut collaborer de façon soit pour l'espionnage, soit pour apporter soit dans ses campagnes de propagande ou de désinformation, parce que le Mossad possède un département qui s'appelle la lutte de propagande, et donc toutes les opérations de désinformation le relais sont les Sayanim. D'accord, alors pour bien préciser, donc Sayanim au pluriel et Sayan au singulier, ce sont des juifs de la diaspora qui habitent dans des pays hors Israël, qui ne sont à la base ni militaires ni espions, mais qui travaillent pour le Mossad. Et qui continuent d'ailleurs leurs activités tout à fait normales. Donc ce sont des gens lambda, on peut dire. Tout à fait, c'est-à-dire en fait, le Mossad cherche des agents dans tous les domaines d'activité du pays, soit politique, économique, financier, immobilier, etc., et garagiste. Et quand ils ont besoin de quelqu'un donner un coup de main, ben voilà, ils les trouvent. Alors justement, dans les différents entretiens que vous avez accordés ici ou là, j'ai relevé que vous expliquez que les auteurs anglo-saxons sont beaucoup plus prolifiques sur la question du Sayan ou des Sayanim que les autres auteurs. Oui. Alors, pourquoi il y a une plus grande liberté chez les auteurs anglo-saxons que chez les auteurs latins, enfin français, italiens comment vous expliquez ça? Cette chape de plomb? Bon, peut-être parce que d'abord, je pense que les pays anglo-saxons, quoi qu'on pense de leur régime, ils ont une très grande liberté de... La presse est beaucoup plus libre. J'ai vécu au Canada quelques années, et je me souviens, c'était pendant la guerre du Vietnam, et j'étais absolument surpris de la liberté de ton qu'il y avait dans leurs médias, les médias américains. Et je pense que quand ils mènent des enquêtes qui vont jusqu'au bout. Les Français ne savent plus le faire, ça. Les journalistes. Les Français en général. Journalistes. Je ne sais pas s'ils ne savent plus le faire. Je me demande s'ils l'ont jamais fait. Peut-être qu'ils l'ont fait il y a très longtemps. À l'époque où il y avait une presse de combat, une presse engagée, etc. Aujourd'hui, il y a beaucoup probablement de non-dits, enfin, voilà. Et puis, peut-être que la presse obéit à des consignes économiques, ou des consignes. Et puis, enfin, il y a toutes sortes de moyens de pression. Donc, finalement, c'est vrai que la presse ou les journalistes, d'ailleurs, je me suis étonné dans un entretien que beaucoup de journalistes, aucun pratiquement n'a jamais utilisé le terme de Sayanim. Alors que c'est quand même un élément très important pour comprendre la mainmise des sionistes ou juifs ou judéo-sionistes sur les médias. D'accord. Alors justement, donc, ce livre, je l'ai reçu. Donc c'est un livre qui se lit vraiment très très bien, que je recommande personnellement. Je l'ai trouvé très bien écrit. Il y a quelque chose que j'ai bien aimé, c'est que ce livre est drôle. Et drôle, on va en parler un peu plus tard pourquoi. Donc j'ai trouvé que c'est un livre très bien écrit, qui est drôle. Et vous mettez, je trouve, le doigt sur un point essentiel, c'est qu'il y a beaucoup d'agents de l'intérieur de notre pays. Tout à fait, oui. Alors, justement, une première question, donc, quand j'ouvre le livre, donc je vous remercie encore une fois pour la dédicace, quand j'ouvre le livre, donc, il y a quelques citations, et il y a une dédicace officielle, celle-ci, c'est écrit, alors je la lis, « Ce livre est dédié à tous ceux qui se battent pour la justice en Palestine. » Alors, monsieur Cohen, vous êtes juif, et vous dédiez ce livre à ceux qui combattent pour la justice en Palestine. Alors, pourriez-vous en dire plus, et à nos auditeurs aussi, pourquoi?
Bah, parce que, enfin, il est évident, il me paraît absolument clair que il y a une très grande injustice qui se commet depuis 60 ans dans cette région-là. Il y a d'abord le fait qu'Israël, pour implanter un État juif, il a fallu chasser 90% d'un peuple, une purification ethnique absolument monumentale, et que non seulement ils auraient pu se contenter, enfin bon, à la limite, de se construire un État comme il disait, et puis bon, ben, essayer de régler le conflit en acceptant une partie des réfugiés, en laissant un État palestinien se créer, mais pas du tout. Ils cherchent toujours à s'agrandir, donc à opprimer le peuple, à détruire ses maisons, à avoir 11 000 prisonniers politiques. Enfin bon, ça serait trop long de revenir sur toutes les exactions qu'Israël commet vis-à-vis des Palestiniens. Et moi j'avais envie de rendre hommage à tous ceux qui se battent, parce que c'est un combat très dur, vu les conditions dans lesquelles il se fait en France. C'est-à-dire, quand on sait que les médias sont 90%, pratiquement, enfin, c'est mon point de vue, en faveur d'Israël, c'est vrai que mener un combat pour la Palestine, c'est très dur. Alors justement, quand vous tenez ce discours qui peut être surprenant, parce qu'en plus vous appelez Jacob Cohen, vous êtes juif, vous êtes aussi de religion juive, oui, tout à fait. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que vos compatriotes, enfin que les Français d'origine juive ou que les Juifs vivant en Israël, est-ce qu'ils ne vous considèrent pas comme un traître à la cause? Ah, tout à fait, oui. On m'a même, enfin j'ai trouvé sur un site, on m'a collé l'étiquette d'antisémite. Bon, alors, c'est assez drôle en plus. Oui, enfin c'est absolument ahurissant. Oui. Et, non, mais c'est leur seule défense. D'ailleurs, c'est assez pathétique de voir que, enfin, bon, il y a des gens beaucoup plus importants que moi, comme Noam Chomsky et d'autres, qui ont été traités de traîtres et d'antisémites. Mais, enfin, je suis qu'un petit soldat de la cause. Mais il est vrai que, malheureusement, Israël veut entraîner son peuple et le peuple juif derrière sa croisade, dans sa croisade contre les Palestiniens, et ils veulent imposer le silence à tous ceux qui se rebellent ou essaient de changer les choses. Et donc, ils ont trouvé ces moyens. D'ailleurs, aujourd'hui fleurit le slogan « antisionisme égale antisémitisme ». Donc ils essaient par tous les moyens d'étouffer toute critique. Est-ce que vous récusez l'accusation de traite à Israël, ou alors vous êtes traître au gouvernement qui est en Israël? Je ne suis traître à rien, je défends une cause juste, c'est-à-dire je défends la cause des Palestiniens qui sont opprimés. Est-ce que je suis... D'abord, je ne peux pas être traître à Israël. Vous êtes français? Oui. Je suis français. Donc moi, j'ai rien à voir avec Israël. Premièrement, je ne vois pas pourquoi d'ailleurs Israël parlerait en mon nom et essayerait de m'embarquer dans sa croisade, parce que moi je refuse. Et puis je trouve que cet État qui se déclare juif, bon, ça on peut, il y a beaucoup de... Vous savez que dans les années 50, la plupart des religieux juifs ne reconnaissaient pas cet État. Oui, bien sûr. Donc en fait, c'est une espèce de mainmise sur les communautés avec la complicité des dirigeants des communautés juives à travers le monde. Et moi, je me sens libre de dire ce que vous pensez sur la pratique. Ce que je pense, et voilà. Alors, pour parler de votre livre, donc le héros s'appelle Youssef El-Kouen. Tout à fait. Et d'après ce que j'ai compris, cet héros vous ressemble beaucoup. Ah oui, donc, il y a quelque chose moi qui m'a intéressé, c'est que vous livrez moult détails sur la franc-maçonnerie. Oui, tout à fait. On sent le vécu. Ah, tout à fait. Donc, est-ce que vous êtes... Alors, ce Youssef qui rentre dans la franc-maçonnerie, qui en est déçu, oui. Est-ce que c'est Jacob Cohen quelques années plus tôt? Oui, en fait, j'ai du mal à me mettre dans un roman. C'est-à-dire, en fait, un romancier commence à écrire et puis il établit un personnage et puis il voit que ça ne va pas. Donc j'ai essayé de me mettre en scène et puis ça n'allait pas, donc j'ai créé ce Youssef El-Kouen qui est à peu près mon double. Bon, déjà le nom, parce qu'il est très... Bon, El-Kouen au Maroc, c'est un nom assez courant chez les musulmans, El-Kouen. Donc j'ai trouvé... Et Youssef, c'est comme Jacob, donc... Et donc en fait, c'est quelqu'un qui est d'origine immigrée, marocaine, et qui rentre en franc-maçonnerie parce qu'il a un idéal. C'est-à-dire l'idéal de la laïcité, de la liberté, de la fraternité. Et puis évidemment l'idéal pour la justice, bon, en Palestine. Et donc il va se rendre compte que parce qu'il va défendre les Palestiniens et parce qu'il va découvrir cette loge judéo-sioniste
qui s'est incrusté, qui s'est créé au sein du Grand Orient de France, en contradiction avec les principes même du Grand Orient de France, parce que c'est une loge ethniquement pure, qui est réservée aux Juifs. Évidemment, ils ne le disent pas. C'est une loge qui, officiellement, elle est ouverte à tous. Mais elle est à 99%, je l'ai expérimenté moi, il suffit d'écouter les noms, c'est comme ça. Et ils m'ont dit carrément. Donc c'est une loge judéo-sioniste. Donc encore une fois, contrairement à tous les principes du Grand Orient où tout le monde est à égalité de race, de religion. Et il va découvrir, notre héros va découvrir cette loge, et il va essayer de lutter avec les moyens du bord, c'est-à-dire en respectant les règles de la franc-maçonnerie. Et on va évidemment le saquer et l'exclure de la franc-maçonnerie. Mais Monsieur Cohen, oui. Pardon, mais si vous me permettez, mais vous-même à l'époque, vous, dans la vraie vie, oui. Quand vous êtes rentré en franc-maçonnerie, c'était pour ce même idéal de... Tout à fait. Et aujourd'hui, quel est votre regard sur la franc-maçonnerie? Vous en êtes déçu, écœuré? Vous pouvez nous en dire plus un peu? Disons que je suis resté 17 ans. Ah, quand même? Ah oui, oui. D'accord. Donc j'ai vécu pas mal de choses. Et effectivement, il y a eu... Bon, je ne peux pas entrer dans certains détails parce que ça... Mais disons qu'il y a eu des comportements de certains frères, entre guillemets, parce que je ne peux pas les appeler frères, mais bon. Oui. Donc de certains frères à mon égard, ces comportements sont vraiment loin de la fraternité, de la solidarité. Vous savez, quand on connaît des francs-maçons qui sont là depuis quelques années, et vous les interrogez, vous leur dites, franchement, est-ce qu'il n'y a pas des comportements anti-maçonniques, c'est-à-dire qui sont contraires à l'éthique maçonnique, c'est-à-dire la liberté, la solidarité? Il n'y a aucun qui niera ce genre de fait. En fait, on dit, bon, on est des êtres humains, c'est-à-dire, bon, après tout, c'est normal que ce soit. Donc, il y a des luttes de pouvoir, il y a des égos, il y a des clans, enfin, il y a toutes sortes de choses. Et moi, je suis tombé sur un clan qui a essayé de me détruire. Et ils ont profité du fait que j'étais dans des conditions financières difficiles. Et puis, ils ont réussi leur coup. Voilà. Ils vous ont fait perdre votre travail, non? Pardon? Ils vous ont fait perdre votre travail? Non, ils m'ont fait, disons qu'ils m'ont plus ou moins Mis sur la touche. Poussé dehors. Voilà. D'accord. Alors, justement, dans votre livre, Youssef El Kouen, il essaye plusieurs fois de se, comment dire, il essaye de se battre en respectant, entre guillemets, la justice maçonnique. Ah, tout à fait. Il écrit des lettres et tout. En fait, on voit que ça ne marche pas. Non. Donc, en fait, la maçonnerie, tout leur idéal de fraternité, entre frères, etc., c'est du flan. Vous savez, moi, j'imaginais ça comme un parti politique. C'est-à-dire, par exemple, prenons un parti qui a un grand idéal comme le communisme. Bon, le parti communiste, qui avait le plus bel idéal. Et puis, évidemment, dans la réalité quotidienne, bon, ça s'est transformé en cauchemar. Bon. Donc, en fait, je ne dirais pas que tout est pourri, mais on est loin de l'idéal. Voilà, on est très très loin de l'idéal par certains comportements. Je veux dire, le fonctionnement d'une loge, à l'approche des élections, c'est quasiment, enfin bon, c'est pas la guerre civile, mais enfin bon, les couteaux sortent. Oui. Donc en fait, il y a énormément, puis il y a le statut social, il y a les clans, enfin, on est vraiment loin de l'idéal. Il y a les rapports de force, il y a les fraternels qui se réunissent pour se donner des coups de main, pour contourner la loi, etc. Voilà. Les statuts sociaux comptent beaucoup dans la franc-maçonnerie? Non, mais Je veux dire, c'est une influence entre les rapports entre frères? Non, les statuts sont des statuts, évidemment. Non, mais le rôle social d'une personne, c'est-à-dire entre un médecin, par exemple, un garagiste, à l'intérieur de la maçonnerie, est-ce qu'ils vont être des vrais frères? On sent encore quand même la lutte des classes au sein de la franc-maçonnerie. Non, moi, enfin, de mon expérience, on ne peut pas établir des règles. On peut entrer dans une loge, d'une loge à l'autre, il peut y avoir des changements. Voilà, il y aura des différences. D'une obédience à l'autre, il y aura des changements et ainsi de suite. D'accord. Donc voilà. Alors, je vais lire un passage de votre livre. Oui. Alors, c'est un passage que je trouve intéressant. Alors, je vais prendre un peu... là, on va vraiment rentrer dans le... je voudrais vous poser une question dans un peu plus large qui porte sur le livre. En fait, comment dire, vous parlez d'Israël et de l'Occident. Alors,
pour être tout à fait clair, alors, je lis, hein. Chacun laissait derrière soi un environnement jugé hostile. Le monde entier leur était défavorable. Personne ne les comprenait vraiment. Même les Américains au fond. Et malgré les marques exagérées de sympathie, ils se méfiaient des Européens. Autrefois nationalistes et cyniques, aujourd'hui lâches et pacifistes, prêts à se faire avaler par des hordes barbares. Toute sortie à Paris les accablait. Les foules bigarrées, les couples mixtes, la décadence et l'hédonisme. L'Europe allait à sa perte. Eux se battaient pour conserver leur pureté, et incidemment pour la sauvegarde de l'Occident. Est-ce qu'on peut dire qu'Israël fait partie de l'Occident? Et en tout cas, ils veulent faire partie de l'Occident. Donc, leur but, Israël poursuit ce but dans le sens d'entraîner l'Occident dans son combat. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas longtemps, enfin il y a juste 2-3 semaines, un mois, Aznar, l'ancien Premier ministre espagnol, oui, avait déclaré qu'il fallait défendre Israël, oui, parce qu'il est à l'avant-garde de l'Occident. Un député du 16e arrondissement, Claude Goasguen, a déclaré la même chose sur une radio juive, par exemple, qu'il faut défendre Israël parce qu'il est à l'avant-garde de l'Occident. Donc Israël veut jouer cette carte. Mais c'est faux en fait, ils ne font pas partie de l'Occident. Historiquement... Non, mais historiquement non, mais disons, ils veulent le fait de s'appuyer sur l'Occident, d'appartenir à l'Europe, de créer des liens avec l'OCDE, avec l'Union européenne, etc., et d'entraîner l'Europe dans ce combat, c'est comme un peu une garantie. Ça veut dire à l'Europe, voilà, vous regardez ce monde que vous avez dominé, ce monde arabe, que vous avez colonisé et que vous méprisez ou bien dont vous avez peur. Alors avec nous, on va mener la croisade, enfin un peu comme réveiller une espèce de croisade judéo-chrétienne. Voilà. Mais, une croisade anti-arabe et anti-musulmane. Voilà, anti-arabe. Et finalement, c'est dans l'intérêt, c'est parce que c'est dans l'intérêt d'Israël, c'est tout. C'est pas, c'est pas tellement de manière, c'est pas idéologique. C'est juste parce que ça tombe bien et ils essayent, alors qu'ils sentent que l'Europe s'éloigne de plus en plus de cet idéal. Et les Israéliens voudraient les ramener à cet idéal. Alors, oui, alors dans votre livre, justement, il y a toujours cette idée de franc-maçonnerie et d'Occident. Et tout à l'heure, vous avez dit en fait que la loge dans laquelle vous êtes rentré, c'était une loge judéo-sioniste. Non, alors, pardon. Non, je vous corrige. Ah oui, Non, attendez. Oui. Moi, j'appartenais à une loge normale. D'accord. Et en 2002, un certain nombre de juifs sionistes, des frères francs-maçons, on voulait créer une loge sioniste. Pardon, oui, se sont réunis pour créer une nouvelle loge judéo-sioniste avec des frères qui appartenaient déjà à diverses loges. D'accord. Donc, ces frères de diverses loges s'affiliaient à la loge judéo-sioniste. Alors, très bien. Alors ma question, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes qui ne sont pas francs-maçons, qui ne sont pas membres du Grand Orient, ont toujours l'impression que le Grand Orient est dirigé par les sionistes. Est-ce que c'est vrai ou faux? Non, c'est faux. Il est dirigé par qui alors? Non, c'est faux. Là, je suis incapable de répondre. C'est-à-dire qu'en fait, l'objet du roman, c'est de montrer que c'est ça l'importance des Sayanim. C'est que le chef des Sayanim, il s'est rendu compte qu'il y avait un conseiller de l'ordre au sein du Grand Orient, juif, qui aimait plus ou moins Israël, un peu, enfin, mais pas de manière extravagante, et il l'a amené à travailler pour lui. Et donc, il va l'utiliser pour combattre ce Youssef El-Kohen. Bon. Mais il ne faut pas non plus tirer des conclusions que le Grand Orient est entre les mains des sionistes. C'est pas vrai. C'est pas vrai ça? Ah non, c'est pas vrai. D'accord. Justement, tout au long de votre livre, vous citez, il y a une foule de personnages, et en fait, on reconnaît souvent des personnages réels. Alors, dans le roman, ils sont fictifs, on peut dire, mais il y a un personnage MST qui ressemble terriblement on va le citer, à Bernard-Henri Lévy. Et d'ailleurs, ça c'est bien fait parce que, si je peux me permettre, MST, dans le livre, est totalement insupportable, comme Bernard-Henri Lévy dans la vraie vie. Alors justement, pourquoi ne pas les avoir appelés directement par leur prénom? Bon, je crois, enfin bon, j'ai fait un peu de droit, donc j'aurais eu d'un procès sur le dos. D'accord. Il y a tellement de personnages, il y a au moins une vingtaine ou 30 de personnages, donc j'aurais pu avoir
des procès. Et puis connaissant leurs moyens et leur acharnement à combattre toute critique, ils se seraient évidemment réjouis de mener des procès. Bon, on a fait des procès à Edgar Morin, on a fait des procès à des personnes insoupçonnables. Enfin, on a traité Edgar Morin d'antisémite, par exemple, c'est complètement absurde. Donc en fait, les procès leur servent à intimider et à dénigrer. Donc ça leur évite déjà un procès. Et puis deuxièmement, je crois que j'ai voulu me faire plaisir, et faire plaisir aux lecteurs, oui. parce que j'ai essayé de trouver des noms qui font rire, qui font marrer, et parce qu'en même temps, ça montre un peu, disons, le peu d'estime que j'ai pour ces personnages. Alors, justement, dans votre livre, j'ai trouvé que SOS Racisme et l'Amérique du 16e en prenaient beaucoup pour leur grade. Alors, justement, vous qui êtes, enfin, vous êtes français, patriote français, je l'espère, comment vous expliquez que la mairie du 16e soit autant pro-sioniste? Enfin, comment c'est possible dans notre pays? C'est à cause du maire du 16e arrondissement. C'est-à-dire le maire est le vice-président de l'Alliance France-Israël, ou quelque chose comme ça, enfin, soit France-Israël, soit le groupe parlementaire France-Israël, je ne me souviens pas, donc il est vice-président, donc c'est quelqu'un qui est engagé pour Israël, et c'est son engagement personnel, politique, je pense, enfin, je ne peux pas me l'expliquer, comme il y a d'autres qui défendent d'autres points de vue. Mais lui, il est, enfin je veux dire, quand il parle dans les médias juifs, je ne sais pas quand il parle ailleurs, mais moi je suis d'assez près des médias juifs, quand il parle dans les médias juifs, il est plus sioniste que Netanyahu, que n'importe qui. C'est lui qui parle, par exemple, comme je dis dans le livre, il parle carrément de campagne de civilisation, c'est l'avant-garde, Israël est l'avant-garde de civilisation judéo-chrétienne, etc. Ce sont des termes qu'il a utilisés. Et pourquoi? C'est son combat, et donc il fait tout pour que la mairie du 16e arrondissement soit un bastion. Par exemple, le Maïbrit, la franc-maçonnerie juive. Les Fils de l'Alliance. Voilà. J'ai assisté à des réunions ouvertes. Donc c'était à la mairie du 16e arrondissement, le salon du livre Ibn Abrit se fait là-bas, et ainsi de suite. Donc c'est un bastion, effectivement, c'est un bastion des institutions sionistes. Alors le maire du 16e arrondissement est un Sayan alors? Ah non, pas du tout. Parce qu'un Sayan, par définition, c'est un juif. D'accord, c'est forcément un juif, d'accord. Ah oui, forcément, voilà. D'accord. Et c'est quelqu'un qui... Mais ceci dit, peut être c'est un goy, oui. Donc non-juif, mais qui est très favorable à Israël, et il peut se comporter mieux qu'un Sayan, aussi bien qu'un Sayan. D'accord. Alors, justement, dans votre livre, il y a une phrase qui m'a... il y en a beaucoup qui m'ont marqué, mais comme on ne peut pas tout dire, il faut donner un peu au lecteur envie de lire le livre. En fait, à un moment donné, il y a une histoire en fait où, on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais il y a un match de football. Bon, il y a un match de football, et en fait, c'est un match de football organisé par des Sayanim, tout à fait. entre des Palestiniens et des Israéliens. Voilà. Donc ils prennent l'avion, etc. Ils viennent en France faire le match de football. Alors, je vous lis le passage. Donc, prendre l'avion relevait déjà du miracle. Alors, il parle des Palestiniens. Oui. Prendre l'avion relevait déjà du miracle. Eux qui louvoyaient entre les barrages et les patrouilles des sinistres gardes-frontières pour aller au lycée, consulter un médecin ou assister à une fête familiale. La mer était à quelques kilomètres, mais ils n'avaient jamais pu la voir. Enfermés, contrôlés, harcelés au quotidien et partir soudain en France. Une parenthèse de liberté inouïe. Mais c'était pour jouer contre l'ennemi. Dans 3 ou 4 ans, leurs adversaires porteront l'uniforme et la mitraillette, les humilieront au barrage, détruiront leurs maisons, les tortureront peut-être. Je trouve que c'est une vision terrible enfin, c'est catastrophique même. Est-ce que c'est cette vision-là qu'ont les Palestiniens des Israéliens ou des Juifs de... Tout à fait. Tout à fait. Je pense que c'est la vision qu'a un petit gamin palestinien dès qu'il commence à parler ou à comprendre, dès l'âge de 4-5 ans. Pour lui, le juif ou l'israélien, c'est le militaire, c'est les tanks, c'est l'hélicoptère, c'est les gens qui débarquent dans une maison et qui poussent le reste de la famille dans un coin et qui saccagent la maison, ou bien vont sur le toit avec des fusils, enfin, ils font ce qu'ils veulent.
Donc c'est vrai que c'est exactement l'image qu'ils ont. D'accord. Alors, mais justement, d'un point de vue, pour réagir un peu le sujet, cette vision est terrible. Est-ce qu'il peut y avoir une réconciliation un jour? Enfin, parce que apparemment dans les deux camps, il y a une vraie haine. Moi, personnellement, j'y crois pas. Ah, il y aura, d'accord. Oui. C'est mon... Jugement personnel. Voilà, mon jugement personnel, c'est qu'il ne pourra jamais y avoir la... Il y aura peut-être Oui. des moments, non, ce sera des moments, ce ne seront que des moments de pacification ou de tension moindre. Oui. Mais Israël est une puissance coloniale, et en tant que puissance coloniale, comme on a vu dans le temps, c'est une puissance arrogante, consciente de sa puissance. Comme toutes les puissances aussi, comme non? toutes les puissances. Oui. Mais les Israéliens sont tellement imbus de leur puissance qu'ils ont, et en plus ils ont un mépris total de l'arabe et du palestinien qu'ils traitent comme des... D'où vient ce mépris, M. Cohen? Le mépris d'abord qui date dès le début de l'installation des Juifs dans cette région, c'est le mépris de l'occidental vis-à-vis des indigènes, qui est déjà, bon, à peu près qu'on a vu dans tous les systèmes coloniaux. Donc quand l'Européen, entre guillemets, arrive, il voit ces masses qu'on traite de sales arabes ou sales palestiniens, etc. Donc ça c'est déjà Et puis, il y a deuxièmement, il devient l'ennemi, celui qui a les terres, à qui il faut prendre ses terres. Donc il faut combattre, qu'il faut humilier, qu'il faut chasser, etc. Et tout ce combat, et puis en même temps il y a l'occupation aussi. Bon, il y avait des gens des guerres entre des pays. Et là, l'Israélien devient l'occupant. Ça veut dire celui qui va surveiller les barrages, qui va donner des ordres, qui va entrer dans des maisons, qui va tirer sur un gamin et le tuer peut-être parce qu'ils vont se guerre. Il a un sentiment d'impunité. Et voilà, petit à petit, il devient comme un dieu qui a la vie du Palestinien entre ses mains. D'accord. Mais justement, cette arrogance dont vous parlez au sujet des Juifs et des Israéliens, ne tire-t-il pas sa source dans l'histoire du peuple hébreu par rapport au fait que, avant l'arrivée du Christ, le peuple juif était le peuple élu? Ne se prennent-ils pas encore pour le peuple élu? Non, je ne crois pas. Il n'y a pas de... Non, vous pensez... Je pense qu'une grande partie des Israéliens juifs ne sont pas religieux. Bon, oui. Ils ont un rattachement un peu folklorique à l'histoire. Bon. Non, je pense que c'est... Je crois, enfin, peut-être pour les religieux, oui. Parce qu'il y a 20% d'Israéliens juifs qui sont religieux. Et que eux, c'est vrai qu'ils ont un lien avec la terre, surtout la Judée-Samarie. C'est un don de Dieu qu'il faut garder, etc. Pour les autres, ils n'en ont rien à fiche quasiment. Et donc ça vient comme l'histoire l'a montré au 19e, 20e siècle, comme un peuple qui devient trop fort, trop puissant, trop arrogant, et qui est imbu de lui-même, et qui ne peut pas, et qui ne pourra jamais faire la paix. On n'a jamais vu un pays colonial accepter des conditions, quand il en était encore temps, d'accepter de faire des concessions à l'adversaire, des concessions raisonnables, pour arriver à une certaine égalité. Ça n'a jamais existé, ça n'existera pas. Et les Israéliens seront les derniers à le faire. S'ils passent des accords, ça sera contraint et forcé. Et tout accord ne pourra que contenir des germes de lutte future. Et c'est pour ça que je dis, il ne peut pas y avoir de paix véritable sur cette terre avec deux États, parce que les Israéliens ont établi une règle du jeu. En 1948, il ne peut y avoir qu'un seul nationalisme entre le Jourdain et la mer. Donc, ils pensaient que c'était le leur qui allait gagner. Bon, après tout, pendant 60 ans, ils ont gagné. Enfin, ils ont l'impression qu'ils vont gagner. Mais, à mon avis... Ils vont perdre. Ils vont perdre. D'accord, mais pourquoi? La démographie? Non, pas du tout, parce que... Non, c'est pas une question de démographie, ni une question militaire. Les Israéliens, à un moment donné, de deux choses, ou bien ils vont continuer à coloniser, etc. Et à un moment donné, ça deviendra intenable. C'est-à-dire que, bon, même si les pays européens, les Sarkozy, les Merkel, ils font tout pour défendre Israël, à un moment donné, on ne pourra plus. Bon, c'est-à-dire, il faut dire aux Israéliens, il y en a marre, quoi, ça suffit. Bon, déjà, aujourd'hui, des voix s'élèvent comme Villepin, etc. Bon, donc, et il y a une conscience qui est en train de naître, qui grandit. On ne peut plus, c'est impossible. Donc, si on oblige Israël à faire des concessions, ça va être la guerre civile en Israël. Il n'y a aucun gouvernement israélien ne pourra faire revenir 300 000 colons en Israël.
Et donc, je ne vois pas comment les Israéliens pourront accepter. Il y a aussi le boycott d'Israël qui, pour moi, dans quelques années, deviendra quasiment un fait. C'est-à-dire que, et déjà, il commence ce boycott. Donc, petit à petit, il va prendre plus d'ampleur. Les Israéliens seront de plus en plus cadrés sur eux-mêmes. Ils deviennent... Pardonnez-moi une question indiscrète, mais vous avez de la famille en Israël? Ah ouais, la plus grande partie de ma famille vit en Israël. Alors justement, donc vous avez des contacts encore avec des Israéliens. Oui. Quel est l'état de la population israélienne par rapport aux activités de Tsahal? Enfin, ils sont fatigués, ils sont patriotes, ou ils en ont... c'est mitigé, je suppose. Israël est une démocratie fasciste. D'accord. Enfin, si je peux me permettre. Oui. C'est-à-dire, elle a toutes les illusions de la démocratie. Il y a une presse libre. Réellement libre? Ah oui. Plus qu'en France? Ah, presque, quoi. Ah oui, je dirais plus qu'en France. Plus qu'en France. Seulement, sauf qu'elle est sioniste. C'est-à-dire que... Ouais. c'est-à-dire, elle défend l'idéal sioniste. Donc, on a réussi cet état d'esprit. C'est-à-dire, les enfants grandissent avec le nationalisme, amour du drapeau, de l'armée, devenir un héros, etc. Donc, tout ça fait que même des gens comme mes parents, ma famille, etc., des gens simples, analphabètes presque ignorants qui sont partis en Israël, on leur a dit ceci. Il est presque impossible de faire la paix avec des Arabes. Vous demandez à n'importe quel Israélien, est-ce qu'il est possible de faire la paix avec les Arabes? Il vous dira, ah non, c'est pas possible. Eh bien, on a réussi à leur faire entrer dans le crâne que la paix est impossible. Et donc, ils sont obligés de suivre. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de conditionnement... Ah, il y a un conditionnement extraordinaire. Ah, c'est très d'accord, oui. Justement, vous n'avez jamais été, mais tenté d'aller vivre en Israël, non? Non. Jamais? Vous êtes français, vous restez français? Oui, enfin, comme une anecdote, enfin, c'est pas dans le livre, mais c'est dans un autre livre. Au Maroc, parce que je suis d'origine marocaine. Oui. Et au Maroc, j'ai appartenu à un mouvement de jeunesse sioniste, de l'âge de 17 ans, 20 ans. Donc j'étais pétri de sionisme. Donc vous aussi, vous avez été conditionné, M. Cohen. Ah oui, mais par vos parents, la famille? Non, pas du tout. Il y avait des envoyés israéliens qui étaient venus au Maroc et qui ont organisé des mouvements de jeunesse. Et on disait aux jeunes juifs, votre avenir est en Israël, et patati, enfin, on leur a... Et bon, ils m'ont monté et j'ai failli partir. C'est vrai que j'étais à deux doigts d'y aller. Et qu'est-ce qui a fait que vous en êtes sorti de tout ça? Les sionistes m'ont fait un sale coup. Que je ne peux pas raconter, je pense que ce serait trop long. D'accord, oui. Et donc j'ai réalisé à quel point ils étaient dangereux, cyniques, dangereux, ouais. Et que finalement leur but c'est de faire partir les juifs en Israël à n'importe quel prix, bien que les juifs marocains qui sont partis là-bas, on les a considérés la pire insulte, comme les Arabes. Ils ont été discriminés, etc. En Israël? Ah oui, c'était vraiment là. C'est un peu comme des citoyens de seconde zone. Voilà, c'est comme un peu dans les banlieues ici, c'est-à-dire les oubliés de l'histoire. On les appelait les Noirs ou les Arabes. C'est vraiment les pires insultes. D'accord. Alors, justement, pour revenir dans votre livre, à un moment donné, vous racontez une histoire. En gros, il y a un message à faire passer dans les médias. Donc, et MST, c'est Michel Samuel Tayeb. Voilà, Michel Samuel Tayeb. MST, en fait, appelle des personnes, donc des journalistes, pour faire passer le bon... Un journaliste de Canal. Voilà, journaliste de Canal, pour faire passer le bon message dans les médias. Voilà. Bon. Moi, je lis ça, je sais... Donc c'est un roman inspiré de faits réels. Quand je lis ça, ça m'interloque. Mais la question qui me vient tout de suite en tête, c'est le fait de dire ça dans votre livre, n'avez-vous pas peur justement décréditer encore plus l'idée sur laquelle les Juifs dirigent tout? C'est-à-dire qu'à force de dire qu'ils dirigent tout, n'a-t-on pas l'impression qu'il y a une espèce aussi de fantasme, qu'on les surestime? C'est quand on lit dans votre livre, MST appelle le journaliste, 3 semaines plus tard, on apprend, oui, le message est passé dans les médias. Est-ce que c'est pas dangereux un peu de dire ça? Parce que les gens qui veulent lutter contre le sionisme ou contre l'empire mondialisé, ils peuvent être découragés devant tant de puissance. Est-ce que vous n'avez pas peur justement de... Bon, d'abord, je ne connais pas le degré de puissance, mais pour moi, c'est un fait qu'il y a manifestement une influence grande. Oui. Je ne peux pas dire jusqu'à quel point, etc. Bon. Mais enfin, il y a une influence grande des Juifs ou des Sayanim ou des partisans d'Israël qui ont réussi à former, à formater les médias à penser d'une certaine manière. Par exemple. Mais ça ne marche pas toujours, par exemple. Si, ça ne marche pas toujours. Sur la flottille de Gaza. Heureusement, on est dans un pays quand même
libre, où il y a des gens qui pensent différemment, où il y a des gens courageux et des médias courageux qui refusent de se soumettre. Justement, pour prendre un exemple concret, la flottille de Gaza, la presse française, dans l'ensemble, dans une large majorité, a quand même condamné l'agression israélienne. Alors, pourtant, on ne sait pas. Enfin, pourtant, c'est pas vraiment. Sauf que eux, ils glissaient, par exemple, au lieu de dire, par exemple, la flottille humanitaire, ils disaient la flottille islamiste. Enfin bon, ils glissaient. Ouais, d'accord. Voilà, des petits messages. Voilà, ils glissaient des petits messages, genre, il faut quand même se méfier de cette flottille, on ne sait pas à qui ils appartiennent, etc. Voilà. Et par exemple, quand il y a eu la guerre de Gaza, la terrible répression, des bombardements au phosphore, etc., moi je me souviens sur Arte, dont le conseil de surveillance est présidé par un certain BHL. Bon, toujours lui. Toujours lui. Et qui a d'ailleurs que Sarkozy a félicité pour sa nouvelle, la prolongation de sa présidence. Ben, je me souviens d'Arte, chaque soir, il fallait qu'il nous dise, voilà, alors qu'il y a des centaines de Palestiniens qui mouraient sous les bombes au phosphore, etc., il fallait que Arte nous dise, alors là, il y a une roquette qui est tombée à 300 mètres à Ashkelon, à côté d'un retraité. Les malheureux, on est allé les interviewer sur leur balcon au soleil, comme ça. Oh, qu'est-ce qu'ils sont, ils sont angoissés, vous ne pouvez pas vous imaginer. Alors, tous les soirs, ça, alors que des enfants mouraient par centaines. Voilà. Donc, pour vous, la mainmise des sionistes est réelle sur la presse française? Il y a une certaine mainmise. Une certaine mainmise. On ne peut pas dire une certaine influence. Voilà. Ah oui, c'est évident. Et cela se passe grâce au Sayani. C'est pour ça que je te montre que moi, j'ai voulu faire ce livre en introduisant des gens des médias pour montrer que, dans des cas concrets, comment ils agissent. Comment par exemple, voilà, comment ils interviennent. Alors, justement, un cas concret. Prenons un juif qui s'appelle David. Il a 30 ans, il est professeur, enfin, il est docteur, dentiste, journaliste, garagiste. Comment il devient Sayan? Comment ça se passe? Bon, c'est un agent du Mossad qui vient le chercher. D'abord, voilà. Disons que, je cite un auteur qui disait qu'il y a potentiellement 1 million de Sayanim en puissance. Ah oui, 1 million de juifs qui pourraient devenir des Sayanim. Mais le Mossad n'a pas besoin. Par exemple, en France, il y aurait entre 50 000 et 100 000 juifs qui pourraient devenir des Sayanim. Mais le Mossad n'a pas besoin de tant de gens. Le Mossad, mettons, aurait dans les 3 000 Sayanim en France. Pourquoi? Parce qu'il a besoin seulement de couvrir le territoire et les domaines d'activité. Bon. Par exemple, il a besoin d'avoir quelques garagistes, quelques agents immobiliers pour une cache, d'avoir des gens dans des médias, d'avoir des gens au gouvernement, au Parlement, etc. Donc, qui permettent de faire passer les messages. Et comment on devient? Bon, d'abord, probablement, parce que comme je n'ai jamais fait partie, donc je ne sais pas. Enfin, vous avez été dans un groupe sioniste de 17 à 20 ans. Ah oui, mais ça, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Non, mais ici, il est probable que quand on fait partie d'une librairie, c'est-à-dire la franc-maçonnerie juive internationale, il y a des chances, enfin, on est pro-israélien, à fond. Donc, s'il y a là-dedans un journaliste, ou un homme politique, un parlementaire, ou un économiste, ou quelqu'un qui peut servir les intérêts du Mossad, le Mossad va le voir et lui dit, voilà, bon, d'ailleurs je donne un exemple, comment ils arrivent à retourner quelqu'un, lui dit, Israël a besoin de vous, nous sommes en guerre, il faut vous apporter votre contribution, etc. Et là c'est très facile, c'est-à-dire que la personne qui aime Israël se dit, bon, bien sûr, et c'est comme ça qu'on devient Sayan. Ils se font payer? Ah non, pas du tout. Alors justement, une question, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais quand on est israélien, souvent de religion juive, même si c'est pas pratiquant, mais au moins culturellement, si on est en Allemagne, en France, aux États-Unis, est-ce que ce n'est pas normal qu'on serve son pays de cœur et d'origine? Enfin, est-ce que c'est pas un faux procès? C'est-à-dire, par exemple, si moi demain je devais aller en Angleterre, si j'étais, si je venais être recruté par les services secrets français, est-ce que ça serait choquant? Non, parce que non, pas du tout, pas dans ce cas. Pourquoi? Parce que vous êtes français et les services français vous demandent de travailler pour votre pays, la France. Alors que là, il y a quand même, ce sont des juifs français et qui travaillent pour un service étranger. Donc, c'est pas, je ne pense pas qu'il y a quelque chose à voir. C'est vrai que c'est un pays du cœur, mais en même temps, je ne crois pas que passer le stade de la sympathie naturelle sur les juifs pour un pays qui se déclare juif, mais bon, mais de là
à collaborer avec les services secrets, surtout pour des politiques qui ne sont quand même pas des politiques humanistes. Enfin, moi, ça m'interpelle, moi, ça me pose des questions sur cette espèce de patriotisme. D'accord, donc pour vous c'est un faux patriotisme, C'est pas du patriotisme, je dirais pas de la trahison, mais... Si quand même, si on travaille pour un pays étranger... Non, parce que, enfin, est-ce qu'on trahit son... Enfin, c'est-à-dire travailler pour l'étranger sans trahir le pays d'origine, je ne sais pas, c'est ça le problème. C'est difficile. Oui, voilà, donc... bon, pour le moment, c'est accepté ici parce que les pays occidentaux, européens, ont beaucoup de culpabilité à se faire pardonner. Donc, c'est pour ça qu'ils passent pas mal l'éponge sur tout ce que fait Israël, parce que, bon, antisémitisme, Shoah, etc., on prend attention. Et puis, bon, Israël est un pays, est un allié stratégique, donc on passe l'éponge sur pas mal de choses. Mais imaginons un instant que le temps change, bon, peut-être qu'on ne verra pas d'un bon oeil cette espèce de collaboration. Alors, dans votre livre, c'est pas quelque chose d'important dans le livre, mais ça revient un peu en filigrane, vous êtes très sévère par rapport aux gouvernements occidentaux. Pourriez-vous un peu développer, parce que je trouve que c'est très intéressant. Ben, les gouvernements occidentaux, d'abord, ils sont obnubilés par la culpabilité, voir le livre de Forester sur le crime occidental, bon, sont obnubilés par cette culpabilité, et donc ils font tout passer, enfin, Israël peut se comporter comme il veut. Enfin, c'est pratiquement le seul pays en dehors de l'Amérique. Enfin, l'Amérique a quand même, bon, la première puissance mondiale, elle peut se permettre. Ouais. Et encore, bon, il y a des critiques, etc. Enfin, moralement, on ne peut pas se permettre, mais... Mais Israël fait ce qu'il veut. Ouais. Ce qu'il veut. C'est-à-dire, par exemple, ça fait 60 ans qu'il y a des résolutions des Nations Unies. De l'ONU, oui, qui ne sont pas appliquées, oui. Qui ne sont absolument pas appliquées. Bon, l'occupation continue. L'Europe dit, il faut, par exemple, cette espèce de ministre des Affaires étrangères européen, la pauvre, elle va à Gaza, il dit, oui, il faudrait que le Gazaoui puisse exporter ce qu'il produise. Bon, c'est des paroles en l'air, voilà. Donc, et c'est malheureux parce qu'en fait, les Européens, je ne sais pas si c'est par cynisme, mais ils poussent quasiment à l'explosion finale. Parce qu'au lieu d'obliger les Israéliens à leur dire hey, stop, bon, ça va, ça suffit comme ça, parce qu'on connaît les termes d'un accord, eh bien, on pourrait le leur imposer, mais ils ne le font pas, ils laissent faire. Ça, et je suis très très critique par rapport à ces hommes politiques comme les Sarkozy, Merkel, Blair, etc. Oui, c'est pas sérieux tout ça. Enfin, eux sont pas sérieux. D'abord, oui. C'est contraire à tous les idéaux européens. C'est-à-dire que l'Iran d'un côté, ce sont les sanctions parce qu'on ne respecte pas une résolution ou deux. L'axe du mal, l'Iran. Voilà, l'axe du mal, etc. Et Israël de l'autre, qui fait ce qu'il veut depuis 60 ans. Ça, c'est intolérable. Enfin, imaginons un autre pays qui aurait fait ça. J'ai dit quelque part, je ne sais pas si c'est dans mon blog, à Gaza, il y a 1,5 million de personnes qui vivent enfermées, sans nourriture, sans médicaments. Enfin, on leur laisse rentrer le strict minimum. Mais imaginons 1,5 million de Juifs aujourd'hui qui seraient enfermés comme ça en Iran ou dans un autre pays. Mais la Terre s'arrêterait de tourner. Le Conseil de sécurité se réunirait sans désemparer. Enfin, ouais. Je veux dire, il y aurait la 6e flotte, il irait les délivrer. Voilà, donc ce sont ces deux poids, deux mesures qui est insupportable. Qui devient insupportable. Est-ce que les gouvernements européens, ça peut être aussi une porte de sortie, est-ce qu'ils arriveront justement à sortir de cette comment dire, idéologie de la repentance et avoir en fait avoir une vraie politique extérieure? Ils finiront pas y arriver. Quand même, c'est pas perdu parce que... Ils finiront pas y arriver, mais malheureusement il sera trop tard. C'est-à-dire qu'en fait, le problème... Trop tard par rapport à quoi? Trop tard par rapport au conflit. D'accord. Parce que aujourd'hui, les Israéliens, ils ont 500 000 colons sur un petit territoire de 2 ou 3 départements français, sur une population de 2,5 millions. Ils ne bougeront jamais. Et comment on va faire? Donc, et c'est ça c'est trop tard. Ils se réveilleront. Non, les pays européens se réveilleront. Pourquoi? Parce qu'ils seront obligés de toutes les façons à un moment donné. D'abord parce que, électoralement parlant, ça ne paye plus les pro-israéliens. Il y a 5 ou 6 millions d'arabo-musulmans, comme on peut les appeler, qui eux, voudraient voter pour quelqu'un qui fait quelque chose pour la Palestine. Donc ils auront leur mot à dire petit à petit. En France, vous parlez alors? En France et en Europe. Bon. Et puis, deuxièmement, toute la nouvelle élite
française, européenne, si elle n'est pas pro-palestinienne, elle est certainement anti-israélienne. Elle n'est certainement pas pro-israélienne. En 67, quand il y a eu la guerre de 67, je ne sais pas combien, il y a eu des centaines de milliers de Français qui sont sortis pour défendre Israël. C'est aujourd'hui, ça paraît incroyable. Je veux dire, Israël perd du terrain, Israël devient le pays occupant, tout simplement. Donc, pour la population européenne, qui soit allemande, française, etc., c'est à un moment donné, il arrivera un moment où même des sanctions seront prises, parce qu'on ne pourra plus défendre Israël. Voilà. D'accord. Donc en fait, Israël est en train de perdre la bataille de l'idée, de l'image. C'est-à-dire il passe pour ce qu'il ne veut pas passer. C'est-à-dire un pays... Pas forcément. Alors des fois, il y a des comparaisons dans les journaux qui me paraissent... Enfin, je voudrais avoir votre avis là-dessus. Des fois, on compare souvent... Alors je ne sais pas si la comparaison est bonne ou pas, mais on compare souvent l'armée de Tsahal à l'armée nazie, et les Palestiniens des nouveaux juifs. Enfin, est-ce que c'est pas excessif ou vraiment on peut dire que bon, Tsahal ne sont pas des nazis, mais ils se comportent dans les territoires occupés comme vraiment limite des barbares. Ils se comportent comme une armée d'occupation, c'est-à-dire, je ne sais pas, non, pour moi la différence quand même, les nazis ont quelque chose à part particulier, c'est que ils ont essayé de supprimer des peuples entiers, femmes, enfants, etc. Bon, donc ça c'est pratiquement, enfin je veux dire, il y a eu beaucoup de pays colonialistes qui ont assassiné des dizaines de milliers de personnes, mais je ne crois pas à cette échelle-là quand même. Donc, mais il y a des comportements, on peut appeler ça du nazi si on veut, je ne sais pas, mais bon, mais il y a eu combien de gamins palestiniens tirés à bout portant ou de loin par des soldats qui ont 18 ans, 19 ans, qui sont restés dans l'impunité totale. Parce que le soldat expliquait, par exemple, un jour j'ai lu dans un journal israélien qu'un soldat tiré sur une fillette à 200 mètres, sur un terrain vague, il a confondu son sac d'écolière, elle avait 11 ans, avec une bombe. Alors, donc, et puis, c'est l'impunité. Comment on peut qualifier ce genre de comportement nazi, je ne sais pas, fasciste, d'occupant? Et Parce que ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on est contre la politique israélienne, les Israéliens taxent toujours leurs opposants de nazis. Et ce qui est intéressant dans la bataille des idées, c'est qu'aujourd'hui, eux aussi se font taxer de nazis. Oui, le raccourci est un peu faible. C'est-à-dire... Mais c'est faible, mais ils se font prendre un peu leur propre piège avec cette utilisation abusive. Oui, parce qu'en fait, le problème des Israéliens, c'est qu'ils essaient toujours de se faire passer pour victimes. Et ça, c'est insupportable. Ah, c'est insupportable. Non seulement ils écrasent, ils détruisent, ils tuent, ils torturent, et en même temps, ils voudraient qu'on leur dise « Oh là là, les pauvres, mais c'est terrible, on vous veut du mal et tout. » Et c'est vrai, ils le vivent comme ça. C'est ça qui est incroyable. Il faudrait de leur dire, quoi. Mais réveillez-vous quand même, vous êtes des occupants cruels, arrogants, impudents, des assassins. Mais pas lui qui se disent victimes. Enfin, ça devient presque... Oui, risible. Alors, dans votre livre, il y a une personne que vous aimez bien, entre guillemets, que vous attaquez beaucoup, c'est le président d'SOS Racisme. Ah oui. Et ce que j'aime bien dans ce livre, c'est que là, il a un nom qui est très marrant, donc on laissera le lecteur le découvrir pour avoir le plaisir. Et j'ai l'impression que vous faites de ce personnage la représentation parfaite de l'idiot utile du système. Ah oui, tout à fait. Donc, est-ce qu'il y en a beaucoup d'autres comme lui? Et comment on peut être idiot utile du système à ce point-là? Bon, d'abord parce qu'il en tire des avantages. Financiers. Financiers et autres. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier que, bon, enfin, je ne sais pas, il porte de beaux costumes en lin, il a un jacuzzi, bon, il voyage à l'étranger, bon, il a des frais, il a des milliers d'euros, des dizaines de milliers pour ses frais de représentation, il fréquente du beau monde, quand même, bon, presque tous les soirs probablement, il assiste à des cocktails, donc il rentre dans la grande vie. Et tout ça juste pour obéir, enfin, pour se conformer à l'idéologie générale, qu'il ne faut pas critiquer Israël, etc. Et donc, on trouve toujours des gens comme ça dans tous les milieux. Et le personnage qui va l'Union des étudiants juifs de France, qui chapeaute SOS Racisme, c'est la réalité, pour moi c'est la réalité, qui chapeaute SOS Racisme,
cherche un successeur. Et qu'il faut qu'il soit un beurre. Parce que bon, on ne va pas mettre un juif quand même. C'est trop. C'est trop blanc. Et un blanc. Oui. Et un blanc. D'ailleurs, il y a un blanc. Oui. Mais qui ne sera jamais président. Impossible. Il faut un beurre ou un noir. Bon. Et ce beurre, qui vient de la banlieue, qui a envie de réussir, parce qu'il voit le système, il sait qu'il est surveillé par le président de l'UEGF, etc. Et il va essayer de se conformer à cette image. Et donc, moi, j'ai eu une occasion unique, un jour, de parler avec un ancien président de l'UEGF raciste, et qui m'avait dit carrément, comme je le cite dans le livre, les Palestiniens, je m'en bats les couilles. Voilà. Simplement. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que s'il faisait autrement, ben, il ne restera pas longtemps. Voilà. D'accord. Donc en fait, il y a un intérêt à servir les intérêts d'Israël en France. C'est ça. Et en fait, la cause antiraciste palestinienne, c'est de la poudre aux yeux qu'on vend aux jeunes. Il faut faire la différence. Oui. C'est-à-dire, les jeunes qui appartiennent à SOS Racisme, ils sont de bonne volonté. Sont de bonne volonté. Mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas, en fait. Ils sont manipulés. C'est-à-dire qu'en fait... Mais est-ce qu'on peut dire, pardon de vous couper, mais monsieur Cohen, pardon, mais est-ce qu'on peut dire que ces jeunes, pleins de bonne volonté, qui voient ce racisme, est-ce qu'on ne peut pas aussi dire d'une certaine façon qu'eux aussi sont idiots utiles du système? Non, parce que ils se battent réellement pour l'antiracisme. Pour l'antiracisme. D'accord. Ah non, il y a un combat antiraciste. Sauf que l'intelligence... Pas en France, quand même, si. Si, l'intelligence du système, c'est que... et c'est ça... Moi, je tiens mon chapeau aux Sayanim et au Mossad, etc. Et ils sont d'une grande intelligence. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont compris une chose. Lorsque le combat antiraciste allait devenir quelque chose d'important en France, ils ont eu... D'ailleurs, SOS Racisme a été créé par des Juifs, dont la sympathie pour Israël était évidente. Donc, bon, voilà. Eh bien, on a créé une organisation qu'on a abreuvée de subventions pour accaparer, canaliser cette lutte antiraciste, il est vrai, dans le combat antiraciste, mais sans toucher aux intérêts d'Israël. Voilà. Et c'est ça, et ils ont réussi. Et d'ailleurs, je cite par exemple le chanteur, comment il s'appelle, Joe Star, qui un jour avait déclaré, il faut créer nos propres organisations antiracistes, on ne peut plus passer par cette organisation. Mais en même temps, c'est très difficile, parce que cette organisation maintenant est devenue quasiment incontournable. Ah oui, oui. Elle est officielle, elle reçoit je sais pas comment. Ils ont de l'argent, c'est une marque aussi maintenant. Voilà, ils ont les appuis. C'est très difficile. Ils ont occupé le terrain. Et ça, ils ont réussi, par exemple. Donc pour vous, les idioties du système, ce sont ceux qui sont au-dessus. Ah oui, bien sûr. La base qui se fait manipuler. Non, la base se fait manipuler parce qu'elle ne sait pas. D'accord. Mais s'ils ne savent pas, ils sont un peu... Non, la base on la dirige vers des combats réellement antiracistes. C'est-à-dire, par exemple, l'égalité. Après tout, on sait très bien qu'il n'y a pas d'égalité. Enfin, bon, dans certains domaines, du travail, de l'habitation, etc. Donc, il y a un vrai combat antiraciste. Et il est mené. Voilà. Mais seulement, il est mené par des gens qui vont marquer de la sympathie pour la cause israélienne. Voilà. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, justement, une dernière question. Plus politique, est-ce que vous n'avez pas l'impression que ce qui se passe au Moyen-Orient, notamment avec le conflit israélo-palestinien, parasite totalement la politique française? C'est-à-dire c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on est le conflit israélo-palestinien, on a l'impression que les Français doivent, enfin que les hommes politiques français doivent automatiquement prendre parti pour l'un ou l'autre des camps, et en fait, on a l'impression que les intérêts des Palestiniens ou des Israéliens passent avant ceux des Français, ce qui n'est pas normal. Je ne sais pas dans quel sens il peut passer avant les Français. Non, disons que c'est un sujet qui est très important, parce que d'abord, comme dit Régis Debray dans son livre, que je trouve excellent, Lettre à un ami israélien, parce qu'il dénonce pas mal de choses, notamment la collusion antisionisme, antisémitisme, etc. Et les Israéliens déclarent vouloir travailler pour l'Occident. Donc il dit, bon, mais moi, si vous travaillez à ma place, si vous faites votre politique à ma place, j'ai le droit de vous demander des comptes. C'est-à-dire que l'affaire israélo-palestinienne n'est pas, elle dépasse, elle a un intérêt supérieur. Ce n'est pas comme n'importe quelle affaire qui se passerait au Darfour ou en Colombie.
Elle nous touche par la population qui existe, par les liens, par l'histoire aussi, la Shoah, etc., par les liens qu'il y a entre l'Europe et Israël. Et donc ça tend à prendre plus de proportions que ça en devrait. Mais je trouve que c'est naturel. Ceci dit, il y a les lobbies qui jouent parce que l'Europe est un terrain de jeu aussi. C'est-à-dire que bon, les Israéliens, quand même, ils ont eu pendant 50 ans pratiquement libre accès en Europe. Et ils ont eu la bombe atomique auprès de la France, ils ont eu les appuis, ils ont eu de l'argent, des financements, etc. Et ils ont utilisé. Donc, que les Palestiniens maintenant essayent, ou les groupes pro-palestiniens essayent aussi de tirer la couverture un peu de leur côté. Et malheureusement, enfin, qu'on le veuille ou non, l'Europe est un terrain de jeu, enfin, de jeu ou d'influence. D'accord. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour cet entretien. Donc, on rappelle, Jacob Cohen, le prétend des Sayanim aux éditions L'Harmattan. Je vous remercie d'avoir participé à ma série d'entretiens. Je vous souhaite bonne continuation. Merci.